vous demander d'accueillir et d'applaudir celui qui nous accueille, le directeur de la Montpellier Business School, Bruno Ducasse, qui va me rejoindre. Bienvenue chez vous. On est ravis que vous nous receviez. Je vous invite à prendre un micro. La Montpellier Business School, c'est une longue histoire. Hein. Ça commence il y a un paquet d'années déjà. Donc, on va faire le trait d'union entre le passé, si vous le voulez bien, et puis l'avenir. Comment est-ce qu'on fait pour rendre une école comme celle-là pérenne, faire en sorte qu'elle soit toujours à l'écoute de la société? Ça fonctionne, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Alors, regardez, le violet est... Ah, ben voilà, celui-ci marche. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'avoir choisi MBS pour cette étape en Occitanie. Et donc, au nom du président André Deljari, président de MBS et de la CCI de l'Hérault et de l'ensemble de la gouvernance de MBS, je vous souhaite la bienvenue pour cette matinée de débat. Alors, très bonne question. Comment une grande école je préfère dire de management plutôt que de commerce, c'était le terme générique, mais aujourd'hui on est beaucoup plus dans le management au sens global du terme. Comment une grande école de management devient durable? 1897. C'était l'époque où en France, les commerçants avaient besoin de former leurs enfants, essentiellement leurs fils, pour reprendre l'affaire familiale. Et donc les chambres de commerce et d'industrie ont créé 99% des grandes écoles de management en France, il y a un siècle et demi. Et puis au fil des années, bien entendu, MBS, qui a eu plusieurs noms, s'est transformé, mais a eu toujours comme fil conducteur l'inclusion, l'ouverture sociale, l'égalité des chances. Et d'ailleurs, MBS est la première grande école de management à avoir accueilli en France des femmes, et a été la première grande école dont une femme a été majeure de promo. C'était pendant d'ailleurs la Première Guerre mondiale. Et depuis, MBS s'est attaché à cultiver ce modèle où la RSE, avant même qu'on parle de RSE et qu'on sache qu'on en faisait, est au centre des enseignements, mais même de la vie de l'école. Et donc, accueillir un événement comme le vôtre aujourd'hui, pour nous, c'est tout naturel, parce que ça fait partie de l'ADN des enseignements et de la recherche, parce qu'on est dans une grande école de management, il y a de la recherche que nous dispensons ici depuis des dizaines d'années. Alors justement, cette génération Transformons la France, elle ressemble à quoi? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on adresse aujourd'hui de nouveaux sujets? Qu'est-ce que vous sentez poindre dans les préoccupations, notamment de vos étudiants? Alors, déjà, je pense qu'il faut se sortir de l'esprit qu'il y a un seul type d'étudiants. Les étudiants forment en fait des communautés qui sont très, très diverses. Globalement, ce qu'ils nous demandent, en tout cas lorsqu'ils sont en groupe, c'est une école, des enseignements et des entreprises, des organisations plus responsables envers l'ensemble des individus, mais aussi plus responsables envers la planète. Donc on sent cette transformation depuis quelques années. Ça s'est accéléré avec la crise de la Covid-19, qui en fait n'a pas vraiment fait émerger de choses nouvelles, mais a accéléré complètement ce qui était déjà en préparation. Et donc dans tout ce qu'on peut proposer comme expérience étudiante à l'ensemble des élèves qui choisissent de venir à MBS, nous nous attachons à leur donner les outils pour savoir se transformer. Notre mission, c'est de former des futurs leaders, que j'aime bien appeler moi cette transition économique responsable. Parce que les managers de demain ne seront pas les managers d'hier. Qu'est-ce qu'ils ont, comme... Ça, on le dit depuis toujours. On le dit. Il y a 30 ans, moi je suis sorti de MBS, il y a 30 ans, on nous disait déjà ça. Alors aujourd'hui, le mouvement... Mais est-ce qu'il y a une vraie transformation aujourd'hui? Est-ce que vous sentez ça? La transformation, c'est qu'aujourd'hui, la connaissance, elle est disponible partout. Donc une grande école, certes, elle apporte un bagage théorique dans certaines matières,
Mais l'étudiant qui sait se débrouiller, il trouve l'information partout. Et il peut apprendre par lui-même partout. Donc en fait, une grande école, elle est là pour faire en sorte que les étudiants sachent réfléchir et sachent remettre en cause ce qu'ils ont même appris par leurs professeurs. Parce que nous, à MBS, nous avons sur 3500 étudiants, plus de 1500 alternants. Ça veut dire que 3 semaines par mois, ils sont en entreprise. Un professeur qui va rester sur des enseignements purement théoriques, il va se faire remettre en cause immédiatement. Ils sont confrontés au réel. Ils sont confrontés aux réalités. Et donc, notre objectif, c'est réellement de faire en sorte que les étudiants, quand ils sortent de MBS avec un diplôme en poche, certes, ils aient les connaissances nécessaires s'ils veulent faire de la finance, de la comptabilité. Oui, il en faut, bien entendu. Je ne dis pas que ça n'existe plus. Mais surtout qu'ils sachent remettre en cause des idées qui pourraient être des idées du passé ou des fausses idées ou des fausses informations. Et donc, on leur apprend avec tous les outils qui existent, avec toutes les informations qui sont disponibles, à mettre en forme, leur façon de raisonner, leur façon d'agir. Est-ce que ça signifie qu'on crée finalement des nouveaux métiers, qu'on voit aussi des nouvelles filières se dessiner sur le territoire, par exemple? On crée des... Alors, nous, l'école de management n'est pas une école d'ingénieurs, donc on ne va pas former des futurs ingénieurs qui vont développer des outils ou qui vont faire des innovations technologiques. En revanche, ce qu'on voit émerger, c'est de plus en plus des métiers qui allient des compétences techniques et des compétences managériales. C'est la raison pour laquelle, dans l'ensemble de nos programmes, nous proposons à nos étudiants des parcours supplémentaires ou des doubles diplômes qui allient compétences ingénieur, manager. Parce que quand on parle tous d'IA. Alors l'IA, c'est pareil, l'IA, elle n'a pas été créée il y a 3 ans. Hein. Ça fait des dizaines d'années que l'IA existe, sauf qu'aujourd'hui, avec les outils d'IA générative, on en parle dans le grand public et bien entendu, on en parle et on l'utilise dans les cours, dans les cursus et on va monter en puissance dans son utilisation. Et là, on a besoin de cette double compétence, ingénieur-manager. Donc ça, c'est des métiers nouveaux d'aujourd'hui. Mais vous savez, quand on disait, c'est comme vous me disiez tout à l'heure, quels sont les... Est-ce que le manager d'aujourd'hui est le même qu'hier? Non, bien sûr. Mais est-ce que les métiers d'aujourd'hui sont les mêmes que demain? Non, mais on disait ça aussi il y a 30 ans. Sauf que on est dans des ruptures technologiques qui font en sorte que les nouveaux métiers, dans 5 ans ou dans 10 ans, parce qu'aujourd'hui, raisonner dans 30 ans, c'est quasi impossible par rapport aux nouveaux métiers, rien que dans 5 ans, vont utiliser de plus en plus de technologies liées, par exemple, à l'IA. Et ça peut être une chance pour le climat et pour justement la consommation l'économie en consommation de ressources. Il faut que la technologie, on ne la voit pas que comme quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, mais au contraire, comme un atout qui va nous permettre de mieux vivre et de mieux vivre ensemble et de mieux respecter notre planète. Et nous, c'est ce qu'on essaye d'enseigner à nos étudiants. Un outil à notre service. Tout à fait. Merci beaucoup, Bruno Ducasse. Merci beaucoup de nous accueillir, surtout ici en direct, dans cet amphi qui se remplit, évidemment, avec quelques étudiants qui sont arrivés. J'espère qu'ils vont venir nous rejoindre en nombre tout au long de cette matinée d'échange qui est, je vous le rappelle, en direct aussi à suivre en distanciel sur latribune.fr. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne matinée.